Alors donc, on a entendu, alors Jean-Marc nous a parlé de choses assez sexy finalement, le facteur Q, le téton, donc tout ça c'est vrai que c'est assez sexy. Alors c'est vrai que le blended ça fait moins rêver, hein, donc faut l'avouer. Alors déjà on part déjà un peu perdant déjà quand même, là déjà c'est déjà un handicap. Alors en fait moi je suis pas il ne faut pas penser que je suis un partisan du blended et de la bascule, etc. Je pense que tout simplement, bon, le problème qui m'obsède, toujours pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, c'est la compréhension des mécanismes. Et il y a un problème dans le presbylastique, c'est justement sa prévisibilité. Et en fait, le problème, c'est de comprendre ce qu'il se passe. Si c'était très prévisible, le presbylastique, si c'était prévisible à 100%, on en ferait des tonnes. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. On est obligé de sélectionner les patients. Alors en fait, la difficulté de prévisibilité du presbylastique va en limiter son usage et à des patients chez qui on estimera pour une raison ou une autre qu'on dispose d'une marge de sécurité importante. On est clairement, quelle que soit la technique qu'on utilise, dans la nécessité d'un compromis. Il est fondamental, et là, en revanche, je ne suis pas du type à faire quelque chose de systématique sans le comprendre, il est fondamental de comprendre ce qu'on fait, parce qu'il faut comprendre, et effectivement, on peut faire des retouches, mais quand on a des retouches, c'est qu'il y a un truc à côté duquel on est passé. Alors, ça peut être effectivement une systématisation, mais il faut quand même comprendre. D'autre part, il faut savoir également que la technologie, quelle qu'elle soit, que ce soit blended, facteur Q, supracorps, intracorps, a des limites. Alors maintenant, voyons les considérations techniques générales. Le traitement, alors on a tous noté, hein, donc dans l'usage classique, que l'hypermétropie, le traitement de l'hypermétropie permet d'obtenir une pseudo-accommodation par la modification des aberrations sphériques. Tout le monde sait maintenant ce qu'est une aberration sphérique. Cette pseudo-accommodation, vous avez remarqué peut-être également, est plus importante lorsque la kératométrie post-opératoire est plus importante. Ça ressemble presque au téton de Jean-Marc. Enfin, dont tu as parlé, c'est ce que je voulais dire. Alors, l'aberration sphérique, comme tu l'as dit aussi, parce que je suis en continuité, je t'écoutais, hein, donc l'aberration sphérique est insuffisante pour assurer une pseudo-accommodation totale. Tu as dit tout à l'heure que ça assure à peu près une dioptrie et demie ou quelque chose comme ça. Donc, donc il y a quelque chose qui manque quand on ne joue que sur l'aberration sphérique. D'autre part, cette insuffisance de pseudo-accommodation qu'on va obtenir, quelle que soit la méthode, va imposer des compléments. Alors ce complément peut être soit une bascule qu'on utilise, que tu utilises un petit peu et qu'on utilise tous un petit peu, ou soit l'association avec d'autres facteurs qui sont en cours d'évaluation. Nous savons tous un petit peu de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui doit être ajouté de toute façon à ce facteur asphérique pour obtenir une bonne vision de près. D'autre part, tous les logiciels, quels qu'ils soient, ont en commun une hyperprolatisation centrale, que ce soit le LBV ou le facteur Q, ou le supracorps ou l'intracorps, une hyperprolatisation centrale et une déprolatisation périphérique. Et là, c'est le point le plus important de ce que je vais vous dire. Alors, d'abord, je ne vais pas rentrer dans des notions de chiffres, je vais plutôt avoir des schémas explicatifs. Alors tout d'abord, bon, la cornée a une certaine forme, et donc on peut définir la forme de la cornée par des facteurs qualitatifs et quantitatifs. Alors tout d'abord, l'aspect de la cornée, donc elle est plus ou moins prolate, c'est le facteur qualitatif. Et là, ça se traduit par justement, alors je rejoins quand même le facteur Q, qui est habituellement de moins 0,25. Les cornées prolates ont un facteur Q compris entre 0 et moins 1. Alors en fait, vous remarquerez assez souvent que chez nos patients hypermétropes, à la base, si vous avez la curiosité de regarder les Orbscan ou Pentacam, les patients hypermétropes ont souvent des cornées plates à la base et sont parfois en facteur Q légèrement positif. On peut le remarquer. Alors le traitement de l'hypermétropie, et c'est un peu la base de toute la compréhension du presbylastique, le traitement de l'hypermétropie va augmenter la prolaticité, et donc la valeur Q va décroître, va passer de moins 0,25 à moins 0,8 par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marc. On le définit également par un facteur quantitatif, c'est-à-dire c'est la fameuse aberration sphérique Z4,0. Alors, la plupart des yeux ont des aberrations sphériques positives. On en a tous parlé pour les implants asphériques, etc. Alors, il faut savoir que, et vous allez comprendre également pourquoi, c'est fondamental, qu'un traitement hypermétropique va
faire décroître ce facteur Z40, c'est assez curieux, et va même le rendre parfois négatif. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai montré, par exemple, on passe de 0,03, etc., à moins quelque chose. Enfin, c'est un exemple que j'ai donné, mais ce que je veux dire, c'est que... Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, quand on regarde un œil non traité, les caractéristiques classiques d'un œil non traité, on sait que les rayons centraux vont aller vers la fovea et les rayons, il y a une petite flèche là, voilà, et les rayons périphériques vont aller un petit peu en avant. Et là, nous avons une distance AB. Alors là, on a la distance AB. Et cette distance AB définit en fin de compte la valeur de la sphéricité. C'est-à-dire que plus cette valeur AB est grande, cette distance AB est grande, plus l'aberration sphérique sera importante. Alors, lorsqu'on fait un traitement hypermétropique, et ça, si on a compris ça, après, tout va découler. Lorsqu'on va faire un traitement hypermétropique, on va rendre la partie centrale plus prolate, et donc ce point B qui était en arrière de la rétine va s'avancer. Et alors que les points venant de la périphérie, parce que là, on a une déprolatisation périphérique, le point A va s'éloigner. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de la distance AB, et donc ainsi, ça vous traduit la diminution de l'aberration sphérique qu'on obtient lorsqu'on fait un traitement hypermétropique. C'est facile à se souvenir, c'est un système hémotechnique. Alors maintenant, voyons les profils. Les profils, en gros, il n'y a pas de modification ou de différence fondamentale. Simplement, lorsqu'on va faire le blend, je vais commencer par le blended vision. Alors c'est quoi? C'est un profil qui a été très légèrement modifié, très peu. Il n'a pas cherché à obtenir une profondeur de champ délirante. Il a simplement, le seul principe, c'est de garder une zone optique assez large pour le rendre non sensible aux variations de la pupille, aux variations nocturnes. Il est sûr qu'on prend moins de risques, on a moins d'effets. Alors après, reste à évaluer l'effet bascule correctement, c'est un autre problème. Dans le facteur Q, ou les autres facteurs, ou les autres techniques d'hyperprolatisation très centrale, importante, on va voir une cornée plus en ogive. Et donc, quand on regarde ces formes et qu'on pense à la pupille derrière, on comprend tout ce qui va se passer. Alors, que se passe-t-il dans le LBV? Alors là, il y a une petite animation. Voilà. Donc, par rapport au profil normal, donc là, on va être plus hyperprolate au centre avec un effet de déprolatisation périphérique plus importante. Et donc, cela va avoir un effet par rapport au traitement classique. Et bien, vous allez voir que le faisceau central destiné à la vision de près, parce qu'on est en pré central, va être hyper convergent, donc va se mettre en avant, nettement en avant de la macula, et donc va permettre la vision de près, alors que les faisceaux venant de la périphérie, déprolatisés, vont aller plus en arrière et vont permettre la vision de loin. C'est-à-dire qu'au centre, on a la vision de près, en périphérie, on a la vision de loin. Pour que ça marche bien, il faut que tous ces faisceaux arrivent à traverser la pupille. Et c'est ça l'explication, une des explications de l'imprévisibilité de ces traitements. Alors qu'est-ce qu'on remarque là? Tout à l'heure, les faisceaux dans le traitement classique, entre ce qui vient du centre et ce qui vient de la périphérie, ça se croise. On a une aberration positive. Et là, maintenant, il n'y a plus de croisement entre les faisceaux qui viennent du centre et ceux qui viennent de la périphérie. On est en aberration négative. Naturellement, c'est schématique. Il y a des variations pour chaque cas. Mais ce schéma permet de comprendre ce qu'il se passe. Alors, quels sont maintenant les avantages et les inconvénients des différentes techniques? Parce que, encore une fois, je travaille également, j'ai commencé à travailler avec l'Allegretto et je pense travailler de plus en plus avec l'Allegretto et sans pour cela abandonner le LBV. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du LBV? Tout d'abord, la zone centrale, on a une zone centrale large, donc on n'a pratiquement pas de risque de pupillodépendance, on n'a pratiquement aucun risque. C'est un compromis raisonnable sans surprise si l'évaluation préopératoire a été correcte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien évaluer l'œil directeur et pas mettre la bascule systématiquement théorique. Il y a des patients qui supportent une bascule de 0,50, d'autres qui supportent une bascule de 1 dioptrie et d'autres de 1,50. Et donc, il faut s'adapter à chaque cas. Et donc, après, c'est une question de technique. C'est comme dans chaque chose. Quand on est habitué à l'évaluer, on n'a pas besoin de... On se plante pas avec des patients à qui on a mis une bascule trop forte. Et l'inverse. L'inconvénient, c'est que la prévisibilité
est difficile. Ah non, ce n'était pas celui-ci. Voilà, ça m'étonnait un petit peu. Alors, c'est un compromis raisonnable. Donc, on a le choix de l'œil dominant. On a une très bonne vision de loin sur l'œil dominant pour des raisons évidentes, puisque la cornée a une forme presque normale. On ne l'a pas hyper polatisée, donc la personne sera indépendante. Et donc, un des éléments qu'a signalé tout à l'heure Jean-Marc, qui était la vision de loin, celui-ci, il n'y a absolument aucun problème avec cette technique. L'inconvénient, en revanche, c'est sur la vision de près. La vision de près, elle peut être limitée. Et là, il faut bien prévenir le patient que sur la vision de près, on risque d'être un petit peu limité et que des verres d'appoint seront nécessaires. En fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est dans les conditions de luminosité idéales, importantes, vous serez bien. Lorsque les conditions de luminosité seront moins bonnes, vous aurez besoin de verres complémentaires, que ce soit pour travailler à la maison ou que ce soit pour conduire la nuit. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients des techniques avec Q-facteur et les autres facteurs hyperprolatisants. On peut obtenir davantage d'effets sur la profondeur de champ, mais la prévisibilité est difficile du fait de l'intégration de certains paramètres dont la valeur respective doit être considérée dans le traitement, en particulier la pupillodépendance. Et la mauvaise intégration de la n'essayez pas de déstabiliser, j'en ai pour 2 minutes, vous ne déstabiliserez pas, j'ai des choses importantes encore à dire. Alors, la mauvaise intégration de la notion de pupillodépendance est importante, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, vous voyez, lorsque vous êtes sur des traitements, j'ai plus que 3 diapos. Alors, patience, patience. Alors, si on fait un traitement hyperprolatisant, quel qu'il soit, vous voyez, vous avez vision de près centrale, vision de loin périphérique. Eh bien, tout marche bien parce qu'on a une pupille suffisamment large. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas forcément une pupille petite, il faut une pupille suffisante. Qu'est-ce que c'est qu'une pupille suffisante? C'est une notion qui n'est pas facile à comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi parfois ça ne marche pas, ce traitement. Vous voyez, vous prenez le même traitement, que ce soit en intracorps, supracorps, pardon, ou que ce soit en facteur Q. Si vous prenez une pupille plus petite, eh bien, le faisceau périphérique ne va plus passer, et donc la personne va se trouver myope, avec une myopie réductible, et va se trouver myopisée. Et donc il faudra bien évaluer le diamètre de la pupille, c'est fondamental. Il ne faut pas que la pupille soit trop large, il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus. Voilà, bon, ça, l'étude n'a pas tellement d'intérêt parce que je ne vais pas vous casser les pieds avec les résultats, ça n'a vraiment aucun intérêt. Pour vous dire simplement que les gens qui ont une kératométrie plus importante ont une vision de près plus meilleure, hein, comme on peut le voir lorsque les gens ont en post-op entre 48 et 49 dioptries. Ça également pour vous montrer que le delta Z4-0 est modifié. Bon, ça, c'est un peu un grand intérêt. En conclusion, il ne faut pas croire qu'il existe une solution toute prête. Les logiciels proposés par certains collègues, d'ailleurs, montrent qu'on a besoin de réfléchir. Il y a une réflexion qui se pose. On essaye d'intégrer de plus en plus de paramètres qui permettent d'avoir des résultats plus prévisibles et éviter justement les retouches. Il faut bien comprendre les mécanismes. Il faut évaluer pour chaque patient son jeu pupillaire. C'est très important. Plus on va rechercher chez un patient à obtenir une profondeur de champ dans le traitement, plus automatiquement la cornée centrale va être modifiée et réduite avec une zone optique réduite et on sera pupillodépendant. D'autres facteurs enfin, et je terminerai par ça, sont associés, doivent être associés pour ne pas uniquement dépendre de l'aberration sphérique, c'est la bascule, et également d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs aberrométriques ou autres en cours d'évaluation actuellement. Je vous remercie et désolé si j'étais un petit peu long. Non, non, tu as été parfait. 10 minutes 15.